Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Trésor au Bénin. Voici pour vous le sommet. Pour votre petit déjeuner ou votre déjeuner, vous vous êtes certainement déjà rendu une fois dans les restaurants de fortune installés au bord des rues, et ceci pour plusieurs raisons. Mais comment les vendeuses prennent-elles soin des repas et qu'elles vendent aux populations? Que font les services en charge du contrôle des aliments? Bref, qui contrôle qui et comment? On va le savoir dans un instant. Ensuite, l'hôpital Lacroix de Zivier lance sa grande opération de collecte de dons de sang. L'initiative démarrée depuis 2012 et qui se poursuit chaque année. L'objectif d'une telle opération qui a déjà montré son efficacité est de sauver des vies. Pour l'édition 2022, 3411 poches de sang ont été collectées. Le programme et les points de collecte de l'édition 2023 sont à suivre dans ce Trésor au Bénin. Et puis enfin, ils sont dans les rues de Cotonou et environ presque tous les soirs, armés de balais, de brouettes et d'autres ustensiles de nettoyage. Ils n'hésitent pas à débarrasser les artères des déchets solides laissés par les usagers et les riverains. Malgré la sensibilité de leur travail nocturne, les balayeurs sont souvent confrontés à d'énormes risques tels que les accidents, les agressions de tout genre. Une nuit avec les balayeurs, reportage à suivre dans un instant. Et voilà pour le sommaire de ce Trésor au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Nombreux sont les citoyens à Cotonou et environ à prendre le petit déjeuner, le déjeuner et même le dîner dans les restaurants de fortune installés au bord des rues, et ceci pour plusieurs raisons. Mais comment les vendeuses prennent-elles soin des repas qu'elles vendent aux populations? Que font les services en charge du contrôle des aliments et sur quelle base les clients choisissent-ils le restaurant? Élément de réponse dans ce reportage de Idrissou Boukari, Elvis Tourniquet. La vente d'aliments au bord des rues n'impose aucune condition préalable à Cotonou et environ. Les vendeuses s'installent au lieu de leur convenance en fonction de la cible visée pour dérouler leur activité. Les mets varient d'une vendeuse à une autre pour répondre à la demande de la clientèle. Mais derrière l'exposition, la question d'hygiène se pose régulièrement quand on s'interroge sur l'observance des règles élémentaires en la matière. Quelques bonnes dames rencontrées rassurent. Je protège tout pour éviter les poussières. Si la personne vient de manger, finit de manger, je rince ça avant de servir l'autre personne. Je mets un peu de javel dans l'eau avec citron pour laver ça. Nous lavons les plats dans 2 eaux différentes. La dernière comporte du citron et du bicarbonate de soude. Nous chauffons les cuillères. Les repas sont toujours chauds dans des glacières couverts avec des supports bien nettoyés. C'est au jour le jour, on le fait. On ne vend pas des trucs anciens. Les tomates sont toujours fraîches, de l'oignon. Ce qu'il faut pour quand même maintenir une bonne santé. Cette règle n'est pas de mise à tous les points de vente. Les risques sanitaires liés au manque d'hygiène sont nombreux et de plusieurs ordres. On parle entre autres de la diarrhée, la fièvre typhoïde, les troubles digestifs et autres. La propreté du cadre est l'un des facteurs qui détermine les choix des clients. C'est parce que ici, je vois que c'est propre, c'est bien protégé, tout est fermé. Je viens manger ici. Il y a des endroits que vraiment c'est pas propre. Quand même tu vois les couvertures sont trucs là. Mais moi je vois chaque jour, je viens ici, je mange ici. Ça fait la deuxième ou bien la troisième fois que j'achète ici. Mais j'ai vu que le repas est bien protégé. C'est dans des vitrines. Et celle qui sert aussi est bien propre. L'endroit aussi, il n'y a pas de sachets, des ordures tout autour. Donc c'est ça qui m'a attiré. Je vais même m'asseoir ici et manger. Sur les différents points de vente, les vendeuses nous signalent le passage régulier des services en charge de contrôle d'hygiène des nourritures vendues à la population. Une fois sur les lieux, la vendeuse est évaluée sur la base d'un certain nombre de critères. Ils contrôlent comment on lave les plats, comment on protège nos assiettes, les nourritures. C'est ce qui venait contrôler ça. Et donc, au moins, on confie à Isaïe avec tant de oui, on confie, oui, on a fait, on a tout bien. On a vraiment un ami con. Rồi chẳng con đi mình đồn lép luôn rồi con. Vậy con nó sẽ bon, rồi đi
Ils contrôlent l'eau dans laquelle nous lavons les plats, la qualité des repas, comment les trucs sont chauds, comment c'est couvert. On n'a pas encore eu de problème avec eux jusqu'à présent. On a toujours été dans les bonnes conditions pour eux. En cas du non-respect des règles élémentaires en matière de protection des repas, les services compétents procèdent tout simplement à la fermeture du restaurant. Et puis je vous l'annonçais en titre, ils sont dans les rues de Cotonou et environ, presque tous les soirs. Vous les voyez également, armés de balais, de brouettes et d'autres ustensiles de nettoyage. Ils n'hésitent pas à débarrasser les artères des déchets solides laissés par les usagers et les riverains. Malgré la sensibilité de leur travail nocturne, les balayeurs sont souvent confrontés à d'énormes risques tels que les accidents et les agressions de tous genres. Une de nos équipes de reportage est descendue sur le terrain pour vivre le quotidien de ces hommes et femmes qui peinent pour maintenir les rues propres. Voici le magazine réalisé par Ulrich Gaba et Deron Pevi. Tous les soirs, à partir de 20h, les balayeurs des rues se réunissent pour la répartition des tâches. C'est une étape importante qui permet de définir par groupe les artères à nettoyer. Ils reçoivent les consignes de leurs responsables et les matériaux de travail sont embarqués à bord de tricycles pour le terrain. Déjà à 22h, les coups de brosse et de balai résonnent sur les routes. Par groupe, ils balaient, désensablent et rendent propres les routes de Cotonou et environ. C'est un véritable travail d'équipe qui requiert harmonie et rigueur. Il y a plusieurs PME, petites et moyennes entreprises qui ont été recrutées pour assurer le volet salubrité qui est une composante des missions assignées à la SGDS. Comme c'est un lot qui nous est confié, on se débrouille chaque fois de terminer, de donner le résultat souhaité. Comme ici, des cônes sont habituellement placés pour délimiter l'espace de travail. C'est une mesure de sécurité, mais qui ne sécurise pas totalement les balayeurs, puisqu'ils subissent fréquemment les dérapages des usagers indélicats. Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur il a bu sauvagement d'alcool, il est rentré dans notre cône et puis il a ramassé l'un de nos collègues. Le problème principal, c'est l'insécurité des agents. Des conducteurs indélicats rentrent dans les balisages que nous posons souvent et donc la sécurité des agents est constamment menacée. Outre les risques d'accident, les travailleurs sont également confrontés à l'indélicatesse de certains usagers. Des ordures sont jetées à même le sol juste après le passage de l'équipe de nettoyage. Surtout les conducteurs de ZEM là, vraiment, s'ils rentrent dans les cônes, si tu veux parler, ils t'insultent proprement. Toi, une femme, tu cherches quoi dans la nuit? Tu es vagabond, tu ne veux pas rester sous le toile d'un homme. À cause de ça, tu es en train de faire ça là dans la nuit. Quand on a l'esprit de les amener à l'ordre, ils prennent ça autrement et ils commencent pas à nous insulter. Et quand tu vas vouloir rétorquer, ils commencent pas à nous taper. Malgré les risques d'accidents et d'agressions physiques et verbales, les balayeurs restent fiers de leur travail qui, selon eux, contribue énormément à la beauté des rues au lever du soleil. Dans ce lot de travailleurs, plusieurs femmes au foyer. Tantôt, vous savez les hommes, il y a des fois que si tu veux venir là, ils ronflent la nuit et j'essaie de gérer ça avec lui. Avant de venir ici, je fais tout possible que l'enfant dort. Ce qu'il va manger tôt là, je lui donne ça. Et je mets tout à ses précautions, pour l'école aussi, avant de venir. Je prépare pour papa, je fais tout ce que je peux faire pour que papa ne se fâche pas. Elles équilibrent la vie de foyer à celle professionnelle. Une occupation nocturne qui n'est pas de tout repos, puisque chaque équipe doit boucler son périmètre avant l'arrivée des contrôleurs à 5 h du matin. L'objectif de leur mission est simple, nettoyer toutes les rues avant le lever du soleil.
Les populations d'Akpakpa et environ manquent de l'eau potable, une pénurie d'eau dans ce quartier qui sévit depuis plusieurs semaines, voire des mois, et qui oblige les habitants à se procurer l'eau très chère, et cela tous les jours. Sécheresse dans les robinets et usage d'eau en sachet, c'est ce qui fait le quotidien de toute personne résidant à Akpakpa et puis environ. Reportage de Esther Tofa, Candide Ronrento et puis Rachidi Soubérou. Non, ce n'est pas un souci de robinet. Pas une goutte ici à Akpakpa depuis des semaines, voire des mois. Les habitants de ce quartier, l'un des plus grands de la commune de Cotonou, sont obligés de veiller jusqu'à 1 heure ou au-delà pour recueillir quelques gouttes d'eau. Ce n'est pas les robinets qui sont en panne, puisque souvent même, il arrive quelques rares fois, où l'eau coule dans les robinets. Donc ce n'est pas les robinets, je crois que c'est au niveau de la société d'eau là-bas. Ce n'est pas les robinets qui sont en panne. Nous autres, nous ne trouvons pas du tout de l'eau potable. Pour attendre son arrivée dans les robinets, il faut attendre 3 heures voire 4 heures. Si tu ne veilles pas, tu n'auras pas accès à l'eau. L'eau potable ne sort pas comme il se doit, mais les factures d'eau qui viennent sont élevées. Des travaux en cours sur les axes routiers et ceux de l'assainissement de plusieurs tronçons dans la zone seraient à l'origine de ce déficit dans la fourniture de l'eau potable depuis plusieurs mois, selon les riverains rencontrés pour qui l'eau est devenue un luxe. Depuis qu'ils ont commencé les travaux, quand on demande, on dit c'est les travaux qu'on fait. Donc il n'y a pas beaucoup de travail chez nous. Là. Ils n'ont pas creusé beaucoup chez nous et pourtant on souffre de ça. Nous sortons dans l'après-midi pour acheter de l'eau difficilement dans les bidons. Nous avons mis 200 tous les jours. Je dépense 1200 chaque jour. Nous ne sommes que 2 personnes âgées dans la maison. Nous demandons à des personnes de nous aider à porter l'eau jusqu'à la maison. Mais le comble reste comment la porter dans la chambre. Yenawa, Awassa, Senande, Segbeya et Kondéou, aucun ménage de Akpakpa n'est à l'abri de ce dysfonctionnement qui crée des nuisances aux populations. Mais Akpakpa n'est pas la seule zone à subir ces désagréments. À Sekandji aussi, dans la commune de Semekpodji, il faut faire le pied de grue pour voir sortir quelques gouttes d'eau des robinets. Nous croyons que c'était la voie pavée qu'on nous faisait qui était l'objet de cet dysfonctionnement pendant des semaines. Mais je me suis rapproché de l'entreprise, ils ont dit miettes, qu'eux, ils ont toujours la SONEB qui travaille avec eux. Il y a quelques maisons, très rares maisons, qui arrivent à trouver l'eau. Donc tout le monde est obligé de se rabattre vers ces maisons pour aller prendre de l'eau. Et ceux-là sont obligés de vendre cher. Vous voyez le petit bidon de 25 litres là, ils sont obligés de prendre ça à 100 francs. Vous voyez tout un ménage, à combien ils vont prendre d'eau. Les gens sont obligés de prendre de l'eau jusqu'à 2000, 3000 par jour. À Cotonou, comme à Semekpodji, les abonnés de la Société nationale des eaux du Bénin ne savent à quel saint se vouer. Et le comble, la situation dure et personne ici ne peut dire à quand la fin. Et puis avant de poursuivre ce 13h au Bénin, je reçois pour vous Franck Arnon, journaliste et rédacteur en chef de Canal 3 Bénin. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Eric. Vous êtes là pour évoquer avec nous le sujet qui fait l'actualité ce lundi matin. Le chef de l'État a rencontré, bien entendu ce matin, au Palais de la Marina, Éric Rondetti, le député de l'opposition. Plusieurs sujets ont été passés en revue par les deux personnalités. Que retenir concrètement ? Oui, en résumé, Eric, il faut retenir que selon les propos de l'honorable Éric Rondetti, plusieurs sujets ont été au cœur des échanges qu'il a eu avec le chef de l'État. Il a parlé notamment des questions liées, comme vous pouvez vous en douter, la question liée aux libertés avec certains de leurs camarades qui se trouvent aujourd'hui en prison et d'autres en liberté, mais dont la situation judiciaire n'a pas été encore clarifiée. La question relative à la proposition de loi sur l'amnistie, justement, pour pouvoir libérer leurs camarades dont il parle, eh bien, a été abordée par le chef de l'État. Et le chef de l'État a répondu tout simplement que le sort de cette loi se décidera à l'Assemblée nationale. La nomination du chef de file de l'opposition a été également abordée et la loi qui la consacre également pour Éric Rondetti poserait quelques problèmes, des soucis qu'il a évoqués avec le chef de l'État pour que quelque chose soit fait pour corriger cette loi. Le code électoral et les reproches que les gens ont fait, notamment l'opposition a eu affaire à la loi, n'ont pas été également occultés. En outre, il faut dire que Éric Rondetti
a abordé le sujet relatif aux producteurs de soja, de cajou et autres en souhaitant que des solutions trouvées aux problèmes récemment soient poursuivies pour qu'enfin on trouve quand même un terrain d'entente et permettre aux acteurs de profiter des fruits de leur labeur. Absolument. Alors, de ces propos, avez-vous l'impression qu'il est satisfait de cette rencontre? Alors, dans ses propos, il a dit qu'il n'est pas encore satisfait puisqu'il y a des questions sur lesquelles ils doivent revenir avec le chef de l'État ou avec, en tout cas, les membres de l'administration. La question, par exemple, du code électoral, la nomination du chef de file de l'opposition, le décret qui doit être pris pour consacrer officiellement le chef de file de l'opposition et beaucoup d'autres questions qui sont restées en suspens. Il a dit qu'il n'est pas totalement satisfait et qu'il y a des questions qui seront revisitées certainement les prochaines fois. Mais il faut déjà dire que cette rencontre, c'est déjà une bonne chose puisque c'est la première après les élections. Après les élections, cela permet quand même d'aborder certains sujets qui ont alimenté l'actualité, qui ont été à l'origine des points de discorde entre l'opposition et puis la mouvance. Ce qui est sûr, ce passage à la marina de Eric Rondeté va permettre de relancer, de fouetter certains sujets qui n'ont pas été abordés, comme vous l'avez dit, depuis les élections. Et cela participe également, à mon avis, ça c'est mon avis, de la décrispation de l'atmosphère politique dans notre pays. Ce sont des rencontres qui ne sont pas régulières, mais si on arrive, qui se tiennent, je crois que c'est une bonne chose et il faut l'encourager, souhaiter que ça se multiplie. Parfait. Merci à vous, Franck Arnoux. Je rappelle que vous êtes journaliste et puis rédacteur en chef de Canal 3 Bénin. Restez avec nous pour la suite de cette édition. L'hôpital La Croix de Zivier lance sa grande opération de collecte de dons de sang. L'initiative démarrée depuis 2012 et qui se poursuit chaque année. L'objectif d'une telle opération qui a déjà montré son efficacité est de sauver des vies. Pour l'édition 2022, 3411 poches de sang ont été collectées. Le programme et les points de collecte sont à suivre avec le père Bruno Ronconou, camillien, biologiste médical et responsable du laboratoire d'analyse biomédicale de la Banque de sang et des campagnes de dons de sang à l'hôpital de la Croix de Zivier. Et le don de sang ici dans cette maison est traditionnel. Depuis des années, et vu les difficultés que nous avons en matière de manque de produits sanguins labiles, nous sommes déjà mis en partenariat très actif avec la NTS, j'entends Agence nationale pour la transfusion sanguine, pour contribuer à la disponibilité des produits sanguins labiles dans toutes les structures sanitaires du Bénin. Alors, périodiquement, nous organisons des campagnes de dons de sang ici à l'hôpital et dans tous les villages. Pour cette année 2023, nous lançons les activités le 5 mai prochain avec une grande caravane. Et à partir du 6 mai déjà, nous aurons les collectes de sang proprement dites qui seront dans beaucoup de villages et qui dureront pratiquement beaucoup de mois. Nous aurons le 6, le samedi 6 mai, les deux sites traditionnels qui ouvrent la marche. Nous avons l'école primaire publique de Podilémon à partir de 8h jusqu'à 14h et le village de la place publique de Yevier Centre à partir de 9h à 14h. Et le dimanche 7 déjà, nous avons 3 sites. Le premier site, pour ne pas dire 4, le premier site nous avons l'église catholique d'Agomain, de 8h à 14h. Nous aurons l'église catholique de Zivier de 7h à 14h, l'église catholique de Zivier-Zoumain de 9h à 14h et nous avons l'église catholique Sainte-Famille de Tankpé de 8h30 à 14h. Ça, c'est le dimanche 7 mai. Et déjà, le mercredi 10 mai, nous serons dans l'arrondissement de Panron, le village, place publique de village de Pé, de 9h, de 8h à 14h. Nous avons Kandi Tomé, toujours à Pé, c'est le chef de village lui-même, hein, là de 9h à 14h. Et la place publique de village de Avagbé, d'Edo, les deux villages ensemble, mais la place publique de Avagbé de 9h, 10h à 14h. Et le vendredi 12 mai, nous serons toujours dans l'arrondissement de Panron. Nous sommes dans les 3 villages qui sont des trios, toujours, qui sont ensemble. Nous avons Paviedia de 8h à 14h et l'église catholique de Anagbo de 9h à 14h et la place publique de village de Aroé Godo
de 10h à 14h. Et puis dans la suite logique de cette opération, on s'interroge pourquoi il faut donner son sang. Le père Bruno Ronconon revient ici sur l'importance du don de sang. On l'écoute. Le don de sang est un acte civique. Le don de sang est un acte de charité. Et moi, je suis prêtre. Je vous dis qu'un don de sang est une œuvre de miséricorde, tant corporelle que spirituelle. Vous savez, dans le temps pascal, nous sommes dans le temps pascal, dans la célébration du Triduum pascal, j'ai médité sur l'acte de don de sang. Et je peux vous dire que j'en suis arrivé à conclure qu'il n'y a pas d'acte de charité humain qui égale l'acte de donner son sang pour sauver des vies humaines. Pour sauver des vies humaines. Une poche de sang que vous donnez peut sauver jusqu'à 20 vies. Et quand je le dis, je pense que j'exagère. Si nous avons les nouveaux-nés, les enfants qui sont nés il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a 2 semaines, et qui ont besoin de leur sang, ils ont besoin de entre 20 et 50 millilitres de sang. Alors qu'une poche de sang peut aller jusqu'à 450 millilitres. Et donc pour diviser cette poche en des poches de 20 millilitres, de 25 millilitres, faites le calcul. Alors une seule personne, en un seul don, peut sauver des vies. Et ces vies que vous sauvez, prie pour vous. Ces vies que vous sauvez, c'est eux qui deviennent des citoyens après. Et donc le don de sang est un acte aussi de développement de la population, d'une population. Avant de clôturer ce 13 européen, le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique se montre préoccupé par les dysfonctionnements observés sur la plateforme du réseau béninois d'éducation et de recherche. En témoigne la descente, bien entendu, d'une délégation du ministère à l'université de Parakou pour recueillir les plaintes du monde universitaire dans la mise en œuvre de ce projet numérique et trouver par ailleurs des solutions. La séance d'échange a connu la présence des étudiants, enseignants ainsi que les membres de l'administration. Reportage. Nous sommes là pour lever un coin de voile sur les dysfonctionnements constatés sur la plateforme du réseau béninois d'éducation et de recherche. C'est le bien fondé de cette visite d'une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En clair, il s'agit de répondre aux cris de cœur du monde universitaire grâce à l'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique. On a installé et dit sur les ondes que le système Herbert est présent sur toutes les universités et que ça nous permettrait de faire les recherches. Mais force est de constater que quelque temps après le départ des autorités, nous sommes tombés en dysfonctionnement. Donc, c'est heureux que vous soyez là pour nous aider nos étudiants à comprendre leurs difficultés. Pour rappel, le réseau Herbert a pour objectif d'apporter les outils numériques nécessaires afin de stimuler l'innovation, aussi bien dans le rang des étudiants que des enseignants. 10 sites bénéficient de la première phase de ce projet qui vise à long terme à interconnecter les 22 centres universitaires du Bénin. Nous avons observé effectivement qu'il y a quelques difficultés qui ont été rencontrées et notamment la difficulté la plus plausible, c'est la non-maîtrise du processus pour se connecter au réseau Herbert. Le réseau, l'infrastructure en elle-même n'est pas défaillante. Elle est opérationnelle tant que l'énergie électrique est présente sur les sites, parce que ça également c'est un autre facteur que nous allons voir qui cause énormément de difficultés et qui crée des dommages également aux équipements qui sont installés. Une fois ce problème-là également sera résolu, c'est qu'on pourrait effectivement avoir une disponibilité du réseau. Dans le rang des bénéficiaires, c'est une satisfaction qui se dégage. Ils saluent l'initiative qui désormais leur permettra non seulement de faire facilement des recherches, mais aussi de poursuivre les cours en s'adaptant aux nouvelles technologies. Je pense que ce réseau est vraiment un réseau qui est très important pour les étudiants ainsi que nos enseignants. Avec ce réseau, nous pouvons nous connecter plus facilement à l'Internet. Lorsque tu es étudiant et que tu as besoin des cours en ligne envoyés, les cours envoyés par les docteurs pour télécharger en classe, c'est vraiment difficile. Et la plateforme sera d'une grande utilité pour nos étudiants. Parce que d'abord, c'est une connexion gratuite. La délégation ministérielle est repartie satisfaite de cette séance dans l'espoir que les dysfonctionnements notifiés soient corrigés. On était dans une période de test.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce Trésor Bénin. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.